Bonjour à vous. Bonjour. Merci Claire Toury, vous êtes membre du CESE et présidente du comité de gouvernance. Et vous, Monsieur Baudet, vous êtes le président du CESE, le président de la troisième chambre constitutionnelle française. Merci d'avoir accepté notre invitation à répondre et l'invitation au partenariat avec, bien sûr, le CESE. On est du coup dans une émission de vulgarisation politique. Donc je vais vous poser une première question simple. C'est qu'est-ce que le CESE? Parce qu'il est vrai que le CESE souffre d'un déficit de connaissances de la part du grand public français. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le CESE? Le CESE, c'est l'Assemblée de la société civile organisée, 175 membres représentant 80 organisations de la société française, des employeurs, tous les employeurs, les représentants des salariés, les acteurs de la cohésion sociale et territoriale, en particulier les grandes associations françaises, de l'éducation au sport, du monde de la pauvreté au monde de la culture, les familles, les jeunes, et puis des acteurs du monde de l'environnement, 28. Et notre rôle, le C de CESE, ça veut dire conseil, notre rôle, c'est d'aider à la fabrication des politiques publiques en remettant des avis, des conseils, des propositions, soit à la demande du gouvernement quand il nous saisit, soit à travers ce qu'on appelle des autosaisines, des sujets qu'on pense importants parce qu'ils ne font pas nécessairement la une, mais ils font l'avenir de notre pays. Et puis, depuis la loi de 2021, cette assemblée des organisations de la société civile, elle s'est ouverte aux citoyens. Maintenant, très régulièrement, les citoyens, sous des formats divers, sont associés à l'ensemble de nos travaux. Ils viennent les enrichir. Et justement, sur les sujets d'autosaisine, vous nous donnez quelques exemples de précédents sujets d'autosaisine de la part du CESE? Actuellement, on a beaucoup de sujets d'autosaisine, notamment un sur le cannabis. C'est un sujet qui nous paraissait important. Je vais vous expliquer comment on a raisonné. On avait observé, notamment lorsqu'il y a eu un nouveau gouvernement de coalition en Allemagne, on avait observé qu'au cœur du projet de coalition allemande, il y aurait la légalisation du cannabis. Ça, c'est en Allemagne. Et puis, au Maroc, c'est la production du cannabis qui est légalisée, alors que le débat n'existe pas dans notre pays. Les membres du CESE ont considéré qu'il fallait s'emparer de ce sujet et on fera des propositions en janvier. Je vous invite d'ailleurs à revenir à cette occasion. Au plaisir, on sait que de toute façon, c'est un sujet qui est beaucoup pris par les parlementaires. On sait qu'il y a des PPL, des propositions de loi régulièrement sur ce sujet-là. Et on est en train de travailler pour justement recevoir une députée qui prévoit un nouveau texte sur le sujet pour en parler avec elle. Et justement, avant qu'on passe du coup sur la fin de vie et le comité de gouvernance, comment on devient membre du CESE? Parce qu'on sait que l'Assemblée nationale, c'est suffrage universel direct. Le Sénat, c'est suffrage indirect. Alors, est-ce que moi, je peux devenir membre du CESE, par exemple? Alors, lorsqu'on est membre du CESE, c'est pour 5 ans. Et tous les 5 ans, le Premier ministre ou la Première ministre réunit autour de lui une commission composée de parlementaires, des sénateurs, des députés, des membres du CESE. Et ils reçoivent un certain nombre de propositions d'organisations de la société française qui ont envie d'intégrer le CESE et ils essaient de retenir celles qui leur paraissent les plus représentatives de la diversité de la société française. Alors encore une fois, je le disais tout à l'heure, il y a 4 collèges d'une certaine manière. Le collège des employeurs, le collège des représentants des salariés, un grand collège des acteurs de la cohésion sociale et territoriale et un collège des acteurs de l'environnement. Donc si vous êtes engagé dans une association, dans une organisation, ou que vous pensez que vous avez des choses à dire, dans 5 ans, vous vous rapprocherez du Premier ministre, de la commission qu'il aura créée et vous demanderez à pouvoir intégrer le CESE. Madame Borne, si vous nous entendez, hein. Elle sera présente d'ailleurs cet après-midi pour ouvrir justement cette convention citoyenne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au CESE depuis que Emmanuel Macron a annoncé le lancement de la convention citoyenne le 13 septembre dernier? Écoutez, c'est clair qu'il va pouvoir répondre. Moi, effectivement, ça fait donc 3 mois maintenant, hein, depuis que le président de la République a annoncé qu'il allait lancer un grand débat national et une convention citoyenne, qu'on s'est préparé en interne pour organiser cette convention. C'est notre rôle maintenant depuis la loi qui nous a réformés en 2021. L'ensemble
des membres, des agents du Conseil y travaillent. Et moi, j'ai souhaité constituer un comité de gouvernance qui qui est chargé de piloter, d'organiser très concrètement cette convention. Et j'ai demandé à Claire Toury de bien vouloir le préciser. Je pense que Claire J'ai est la accepté. mieux à même de dire ce qui s'est passé depuis Ouais. cette date. Alors bon, c'est un comité de gouvernance qui est ouvert, donc peut-être pour donner des éléments sur la composition, on est 6 membres du CESE, voilà, 6 membres que je ne vais pas citer, mais 6 membres du CESE, 2 membres du comité consultatif national d'éthique, dont son président Jean-François Delfrécy. Il y a aussi 2 anciens citoyens qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat, la directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, une spécialiste des questions d'éthique bien connue, Cynthia Fleury, puis 2 chercheuses spécialistes des questions de participation citoyenne, Hélène Landemort et Sandrine Horry. Et on s'est réunis pour la première fois le 29 septembre. Et depuis le 29 septembre, on travaille à poser le cadre de la convention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de sessions, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais on commence aujourd'hui. On finit le 19 mars. Et entre aujourd'hui et le 19 mars, il y aura 9 sessions. 9 sessions de 3 jours à chaque fois. Donc, c'est 27 jours de travail. 9 sessions découpées en 3 phases. Une première phase d'appropriation et de rencontre. Donc, ce week-end, le week-end prochain, pour que les citoyennes, les citoyens puissent s'approprier leur mission, découvrir le CESE, découvrir la question qui a été posée par la Première ministre, mais j'imagine qu'on y reviendra ensuite, comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi ils ne sont pas là, commencer à faire une série d'auditions pour cadrer le sujet. Et puis une fois que ces 2 week-ends seront passés, on rentrera dans une phase de délibération avec la controverse qui sera posée et puis des débats, des discussions qui auront lieu pour atterrir en mars sur la phase de restitution et pour élaborer la production finale qui sera remise à la Première ministre le 19 mars. Et donc, peut-être pour compléter, une des premières missions du comité de gouvernance, ça a été de fixer les critères du tirage au sort. Donc, ça ne se fait pas comme ça, hein, on ne candidate pas pour participer à une convention citoyenne. Il y a un tirage au sort qui a été organisé et ce n'est pas les 170 premières personnes qui disent oui qui vont participer à la convention. Il y a des critères. Alors nous, on a choisi d'avoir des critères basiques, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire le genre, l'âge, la diversité géographique, niveau de diplôme, catégorie socio-professionnelle. Et on a surtout choisi de ne pas avoir de critères excluants. On aurait pu faire un autre choix, hein. On s'est posé la question pour être transparente, mais on a choisi de ne pas exclure les personnes qui ont été récemment confrontées à une situation de fin de vie, de ne pas exclure les militants, de ne pas exclure les soignants, en se disant que la statistique ferait bien les choses et que l'ensemble des citoyennes et citoyens qui vont participer à cette convention représenterait la diversité de la société française et donc la diversité de tous les points de vue, toutes les identités, toutes les expériences, toutes les professions. Et donc voilà, ils sont là, ils arrivent. Claire a dit qu'on ne candidate pas, elle a raison, mais je dois néanmoins dire qu'il y a de très nombreuses personnes qui volontairement se sont manifestées, ont candidaté, d'une certaine manière, auraient aimé être tirées au sort. Moi, j'y vois le signe d'un intérêt très très important de la société française pour ce sujet qui nous concerne tous, qui touche à l'intime et à l'ultime. C'est vrai que pour préparer cette émission, je suis allé rechercher dans les tréfonds des instituts de sondage. Il y a des instituts de sondage qui datent de 87 déjà sur le sujet de la fin de vie. Donc on voit qu'effectivement, c'est un sujet qui, évidemment, préoccupe beaucoup de personnes. Et même sur les réseaux sociaux, on voit que nous, quand on a fait la communication, on a des gens qui faisaient des comparaisons avec les camps de la mort. Enfin, on voit que c'est un sujet qui, effectivement, fait réagir beaucoup de personnes. Et justement, sur cet aspect sécuritaire, vous avez prévu des choses pour éviter justement des débordements parce qu'on sait que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Les pressions extérieures, vous voulez dire? Alors, on a prévu d'accompagner les citoyens pour leur apprendre à gérer ce type de pression, les lobbies notamment. Mais surtout, on a fait le choix, et ça c'est le rôle du comité de gouvernance, de s'assurer que la pluralité des points de vue soit entendue. Et donc du coup, à partir du moment où vous êtes entendu de manière officielle par les citoyennes et les citoyens dans le cadre de la Convention, j'ose espérer qu'on aura moins d'intérêt à organiser de la pression à l'extérieur. Et vous auditionnerez des représentants des principales religions françaises? Absolument. Le week-end prochain. Le week-end prochain. Eh ben, on sera là, nous, le week-end prochain aussi, vendredi prochain. Et vous le savez, on est en live actuellement sur Twitch et les citoyens peuvent vous poser des questions. On a une question, donc sans filtre, au stick. Est-ce que le CESE n'est pas une rampe de lancement politique ou à l'inverse, une voie de garage? C'est un petit peu provoquant, mais c'est une question que certains se posent. Je ne sais pas si la question fait référence
aux membres, aux personnes qui composent le CESE ou à la mission du CESE? Moi, je vais répondre sur la question de la mission du CESE. Je pense qu'aujourd'hui, on vit une crise démocratique. On le mesure notamment les dimanches d'élection où on relève, où on déplore tous qu'il y a de plus en plus d'abstentionnistes, mais ça ne signifie pas que nos concitoyens n'ont pas envie d'être acteurs des sujets qui les concernent. Et donc, ce qu'on essaie de faire au CESE, c'est de créer les conditions d'une démocratie plus continue entre deux dimanches d'élection. Et ma manière de répondre à la question de votre auditeur, c'est que si la décision, elle appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection, la construction de la décision, elle appartient à la société tout entière. Et elle appartient notamment aux grandes organisations de la société civile et aux citoyens eux-mêmes. Et c'est ce à quoi contribue le CESE, à faire participer, à faire démocratie entre deux dimanches d'élection. Et je suis convaincu que c'est incroyablement moderne parce que beaucoup parlent de crise de la démocratie. Moi, je pense qu'en réalité, la crise de la démocratie, c'est d'abord une crise de croissance de la démocratie et il faut qu'on l'approfondisse. Et le CESE, à travers ses travaux, ses avis et a fortiori à travers la participation citoyenne, contribue à approfondir la démocratie par les actes. Donc ça vous rend quelque chose de très spécifique, du coup, la Convention citoyenne pour la participation citoyenne. Oui, alors juste un truc pour compléter, parce que je pense quand même qu'il y a un point, enfin, c'est compliqué dans l'époque dans laquelle on vit, où tout va très vite et où on considère que les choses sont utiles si jamais elles ont des effets immédiats. Et le propre de cette maison, c'est que justement, on va prendre le temps de réfléchir sur certains sujets, produire des avis, et quand vous regardez la production des avis, les préconisations qui ont pu être formulées, c'est loin de servir à rien en fait. Il y a beaucoup de préconisations qui sont reprises ensuite, sauf que ça ne se fait pas dans les 3 semaines. Et c'est ce que disait le président, c'est ça. Ça prend un peu de temps et c'est l'enjeu de la délibération. Et après, oui, une convention citoyenne comme aujourd'hui, ça permet aussi de mettre en lumière le CESE, la maison, de montrer qu'il y a plein de choses qui se passent ici, de découvrir l'intérieur de ce magnifique palais, de prendre aussi la mesure de cette nouvelle mission, cette mission de participation citoyenne. Et voilà, et c'est une chance, je pense. Moi, je suis frappé par les travaux des parlementaires qui, très souvent, je pense qu'ils en souffrent, légifèrent tous les 18 mois sur le même sujet, ce qui montre bien qu'ils ont peu de temps pour aller au bout des sujets. Et ici, au CESE, on se pose, on se donne du temps, on prend le temps d'écouter les faits, les points de vue, le temps de s'écouter. Et c'est ce qui permet de construire des positions nourries, éclairées. Alors naturellement, quand on travaille comme ça, quand on prend le temps de s'écouter, de se respecter, de chercher à converger, on n'a pas la culture de l'éclat. Et j'observe que très souvent, quand il n'y a pas d'éclat, ce n'est pas médiatique. Mais nous, on a fait le choix du travail en profondeur. Finalement, la sous-exposition médiatique est plutôt un bénéfice pour le CESE que l'inverse. Moi, je forme le vœu que les médias s'intéressent aux travaux de fond davantage qu'aux coûts médiatiques. Ce qu'on essaye de faire sur Purpose, et c'est pour Exactement. ça qu'on est là avec vous. Bon, il y a beaucoup de questions dans le chat. On nous demande, est-ce qu'il y a une connivence entre le CESE et la CNDP? Alors, je ne sais pas ce que l'auditeur entend par connivence, mais déjà, quels sont vos rapports avec la CNDP? On échange avec la CNDP, donc la Commission nationale du débat public. Les missions de la CNDP sont différentes des missions du CESE. La CNDP est très présente pour organiser, animer tous les débats citoyens dans les territoires, notamment lorsqu'il s'agit de déployer des infrastructures liées à la transition énergétique. Actuellement, la CNDP organise dans les territoires des débats sur la question du nucléaire. Ils ont une longue pratique, ils ont des savoir-faire sur la manière d'organiser le débat public. Et comme au CESE, on pense que la participation citoyenne, finalement, c'est une matière qui est assez nouvelle, innovante. On s'inspire des meilleures pratiques et naturellement, on regarde attentivement les travaux de la CNDP pour s'en nourrir. On a une autre question qui parle plus du fond. Avant de modifier les conditions le cadre de l'accompagnement de la fin de vie aux différentes personnes rencontrées, ne faudrait-il pas mieux faire connaître la loi Claes-Leonetti et de développer authentiquement les soins palliatifs? Là, c'est plus sur le fond, mais… Oui, bon,
sans aller trop dans le fond, parce que ça sera bien l'enjeu de la Convention citoyenne, je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on retienne des échanges de ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est que opposer la question des soins palliatifs et la question du cadre, enfin réduire la question du cadre d'accompagnement de la fin de vie aux soins palliatifs ou réduire le cadre d'accompagnement de la fin de vie à l'aide active à mourir, ça marche pas en fait. Et c'est bien l'intérêt d'avoir une convention citoyenne pour traiter ce sujet. Enfin, je le disais, c'est quand même 27 jours pour aller au fond d'un sujet qui est majeur. Il y a très peu de gens, très peu de Français qui auront l'opportunité de passer autant de temps sur un sujet qui n'est pas un sujet d'expertise a priori, enfin leur expertise propre en tout cas avant. Et voilà, et en 27 jours, ils vont aller au fond du sujet, ils vont découvrir le sujet dans toute sa globalité, toutes les nuances, et puis ils seront chargés de les poser pour répondre à la question en traitant l'ensemble du panel de l'accompagnement de la fin de vie. On nous dit bonjour, la fin de vie porte-t-elle aussi sur les questions de retraite? Je pense que non. A priori, non. Il y a d'autres endroits où ils vont s'occuper de ça. Avec peut-être moins de calme qu'ici. Sans doute moins de sérénité, oui. On nous demande comment on peut faire pour donner son avis sur le sujet si on n'est pas tiré au sort. Ce qui est très important déjà, c'est que, vous-même vous l'avez dit, c'est un sujet sensible qui peut parfois générer quelques passions chez les militants. Et donc nous, on a essayé de créer les conditions d'un débat serein pour que les citoyennes et les citoyens puissent délibérer, j'allais dire, à l'abri des bruits intempestifs du monde. Mais le fait de créer les conditions d'un débat serein, c'est pas créer un débat en vase clos. C'est pas faire la Convention citoyenne une boîte noire. Et pour que les citoyens puissent se forger un point de vue, le comité de gouvernance a commencé par mettre à disposition des citoyens un socle documentaire. Il y a des auditions, on l'a dit, qui vont être proposées aux citoyens, et ils eux-mêmes décideront de leurs propres auditions au fil du processus. Et tout cela va être rendu public, c'est-à-dire que l'ensemble des Françaises et des Français qui s'y intéressent vont pouvoir contribuer. Vous savez, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Et naturellement, à travers la question de votre auditeur, on mesure que chacun a envie de s'exprimer sur ce sujet qui le concerne, mais on ne peut pas organiser une convention citoyenne à l'échelle d'un pays. Alors le pari qui est fait, c'est que les citoyennes et les citoyens, ils vont apprendre à se connaître ici, ils vont découvrir finalement qu'ils sont aussi divers que la société française, et le chemin qu'ils vont emprunter, le chemin qu'ils vont parcourir, ils vont le faire pour eux-mêmes, mais d'une certaine manière, ils vont aussi le faire pour notre compte commun, pour la société tout entière. On nous demande, êtes-vous, je pense qu'elle parle de la Convention, êtes-vous essentiellement centré sur l'assistance à mourir ou également sur la qualité de vie des personnes âgées ou malades dont on connaît la fin inéluctable? Alors, c'est bien pour ça, enfin, je reprends sur l'objectif du week-end, hein. L'objectif du week-end, des 2 premiers week-ends, c'est appropriation et rencontre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, grâce à des auditions, grâce à un socle documentaire, les citoyennes, les citoyens vont pouvoir se plonger dans le sujet. À l'issue des 2 week-ends, ils vont choisir quelles sont les thématiques qu'ils vont vouloir approfondir dans le cadre de la phase de délibération. Et donc, une fois que ces 2 week-ends seront passés, on pourra répondre à cette question plus précisément. Mais c'est bien les citoyennes, les citoyens qui vont choisir les thématiques qui seront approfondies ensuite. Et Jean-Pierre Cabrol, qui est membre de la COGOV, disait dans une des vidéos publiées sur la chaîne YouTube du CESE qu'il souhaite un peu plus de réussite à la convention fin de vie dans le suivi après le travail remis par les conventionnels. Est-ce que vous avez déjà planché sur cette méthode, vu que c'est la 2e convention citoyenne que vous organisez et la première depuis la réforme de 2021? Sur le suivi des propositions qui sont oui. faites, en tout cas, un des enjeux, c'est quand même de bien expliquer aux citoyens pourquoi ils sont là et pourquoi ils ne sont pas là. Et donc, voilà, le président le disait, mais il y a un débat national sur la fin de vie qui s'ouvre depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Il y a plusieurs contributeurs à ce débat national. Les citoyennes, les citoyens, à travers la Convention, vont être le contributeur majeur à ce débat national, central, la pierre angulaire de ce débat national. Il y en aura d'autres. En tout cas, ce n'est pas les citoyennes et les citoyens qui vont participer à cette convention qui vont faire la loi. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont là. Il y a des gens qui ont été élus pour ça. Il y a des représentants de la nation, de la République qui ont été élus pour ça. En revanche, on ne peut pas demander à des gens de travailler 27 jours, de donner 3 mois et demi de leur vie sur un sujet aussi sensible, dans le cadre d'un exercice démocratique qui est majeur et qui doit être une réussite, sans
rendre quand même des comptes sur ce qui aura été produit. Et donc nous, notre rôle, c'est de s'assurer que les comptes seront bien rendus. Après, on ne sait pas ce qui se passera à l'issue de la convention. Oui, justement. Point Oui. important, la Première ministre, quand elle a officiellement saisi le CESE en nous demandant d'organiser cette convention citoyenne, dès le début, elle a indiqué clairement, et je pense que c'est ce qu'elle viendra dire aux citoyens cet après-midi, elle a indiqué clairement qu'elle demandait à son gouvernement, à ses ministres, de revenir, une fois la convention citoyenne achevée, revenir devant les citoyens pour indiquer précisément ce que le gouvernement, pour ce qui le concerne, aura fait des conclusions des travaux des citoyens. Et j'ajoute que demain, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, se rendra aussi devant les citoyens. C'est un élément très important. Ça veut dire qu'on a beaucoup réfléchi et travaillé à ce que j'appelle la création d'un chaînage démocratique ou d'un continuum démocratique. La parole citoyenne, le rôle de l'exécutif, le rôle du législatif. Et justement, en 2019, pour la Convention climat, le président de la République avait annoncé qu'il avait 3 jokers sur les propositions faites par les citoyens. Est-ce que là, vous risquez d'avoir justement une prise de position similaire à Emmanuel Macron? Enfin, comment ça va Parce que là, il n'y aura pas 150 propositions. Donc, qu'est-ce qui va être rendu? Et est-ce que le président pourra donner son avis, dire oui, non sur les propositions faites par les citoyens? Alors, on ne sait pas ce qui va être rendu. En fait, je sais que c'est difficile de se représenter ça parce cette question elle revient souvent, mais moi, j'ai absolument aucune idée de la forme que prendra le rendu final. Je sais qu'ils vont devoir répondre à la question posée par la Première ministre, à savoir le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations ou d'éventuels changements doivent-ils être introduits? Ils doivent répondre à cette question. Comment ils vont répondre à cette question? Je n'en ai absolument aucune idée. Est-ce qu'ils vont faire des propositions? Est-ce qu'ils vont élaborer des scénarios? Est-ce qu'ils vont poser tous les points de convergence, les points de divergence et les points qui sont certes divergents mais dépassables et ceux qui ne le sont pas? Enfin, je ne sais absolument pas quelle forme ça prendra. Après, j'imagine que le président de la République, il répondra aussi à ce que les citoyens ont produit, mais sans doute pas de la même façon, oui. Et justement, on a JP Briand dans le chat qui fait Emmanuel Macron a déclaré qu'il était partisan que la France se dote d'un droit à l'euthanasie copié sur le système que pratique la Belgique. Cette convention citoyenne, je mets comme ça parce qu'il met les guillemets, hein. Cette convention citoyenne sur la fin de vie ne risque-t-elle pas d'être influencée par cette prise de position présidentielle, pardon? J'entends ce que dit votre auditeur, mais je lis aussi la presse, les médias, et j'ai lu un certain nombre de papiers ou entendu un certain nombre de prises de parole qui, à contrario de ce que dit votre auditeur, considèrent que finalement la conviction du président de la République n'est pas véritablement établie, et celles et ceux qui cherchent à scinder son point de vue profond semble en difficulté pour le faire. Moi, ce qui me paraît important, finalement, c'est qu'il ait envie de recueillir l'avis de la société. C'est ça qui nous mobilise et qui nous motive au moment où on organise cette convention citoyenne. Puis j'ajoute que nous sommes dans un pays où il y a un pouvoir exécutif et où il y a aussi un pouvoir législatif. Et donc c'est très important que demain, la présidente de l'Assemblée nationale soit présente pour dire quelle suite éventuelle et dans quelles conditions l'Assemblée nationale est prête à donner des suites aux travaux des citoyens. J'ajoute que le président du Sénat, qui ne pourra pas rencontrer les citoyens ce week-end, m'a lui aussi fait part de l'attention qu'il portait à cette convention. Je crois qu'il est au Vietnam, Gérard Larcher. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être là. Juste pour compléter, parce qu'il y a une chose quand même, je pense qu'il faut faire confiance aux citoyennes, aux citoyens. Enfin, je ne suis pas certaine que les propos du président de la République ou d'autres vont influencer de façon déterminante ce que les citoyens vont faire. Enfin, ils sont là, ils vont devenir experts du sujet, ils vont devenir spécialistes du sujet, ils vont vivre une expérience démocratique incroyable. Et il faut faire confiance à ça, à cette délibération, à ce cheminement. Je pense que c'est un cheminement, cette convention citoyenne, qu'elle va permettre. Et c'est ce cheminement-là qui permettra ensuite d'alimenter le président de la République, la représentation nationale, pour faire évoluer ou non le cadre actuel. Et pourquoi pas avoir un projet référendaire plutôt que législatif ça pourrait être souhaitable justement que... Moi, je pense que ce n'est pas notre question. Nous, ce qui nous importe au CESE, d'une manière générale, au comité de gouvernance également, c'est qu'il y ait un débouché. Encore une fois,
Claire l'a dit, le dernier mot, il appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection. Mais pour autant, quand on mobilise, comme tu l'as dit, des citoyens sur 27 jours, c'est considérable, 27 jours, on se doit de tenir compte de ce qu'ils vont dire, de leurs propositions, de leurs conclusions. En d'autres termes, on ne peut pas augmenter le volume de la participation citoyenne et y rester sourd. Donc moi, je considère qu'il y a un engagement moral des institutions à tenir compte des propositions des citoyens. Et justement, avec quel budget alloué à cette convention citoyenne? Et une autre question qui était dans le chat, est-ce que les citoyens sont payés pour participer à la convention citoyenne? Alors, le budget de la convention, c'est 4,2 millions d'euros. Donc ça, c'est public, hein, c'est sur le site. Et donc, les citoyens, ils sont indemnisés pour participer. Alors, je vais vous donner les euros sans vous donner les centimes, parce que j'ai un trou de mémoire, mais c'est 94 euros bruts par jour pour participer à la convention. Et puis, pour celles et ceux qui perdent des revenus parce qu'ils voilà, ils ne peuvent pas travailler, ils doivent poser une journée, il y a aussi une compensation pour perte de revenus qui est de 11 euros et quelques centimes bruts aussi. À ça s'ajoute une prise en charge intégrale de tous les frais, donc les déplacements, le logement, les frais de restauration, et puis on prend même en charge les frais de garde d'enfants pour celles et ceux qui ont besoin de faire garder leur enfant pour participer à la convention. J'ajoute un point à ce que vient de dire Claire qui est important. On avait l'objectif de faire participer des personnes représentant la diversité de la société française. Ça veut dire des personnes qui peuvent être en situation de vulnérabilité, de fragilité financière notamment. Et il y a un point qui est important que je veux signaler. On a des personnes en situation de vulnérabilité qui vont participer, elles vont être indemnisées et on s'est assuré que cette indemnisation ne viendrait pas remettre en cause la perception des minima sociaux auxquels elles ont droit. Ce n'était pas gagné d'avance et c'était pour nous un sujet très important. Très bien. On nous demande, est-ce que le travail des citoyens sera visible par tous? Alors, au fil de l'eau ou à la fin? Bon, je vais vous répondre. Au fil de l'eau. Alors, une partie, oui. Enfin, nous, l'enjeu pour le comité de gouvernance, c'est de s'assurer que la convention, elle se déroule ici, mais qu'elle ne soit pas un vase clos, enfin, que ça alimente le débat à l'extérieur, que ça donne envie aux gens de discuter. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont être rendues publiques. Je vous parlais du socle documentaire, il va être rendu public. Enfin, il est déjà sur le site, en l'occurrence. Les auditions, elles vont être rendues publiques. Une partie des restitutions de travaux seront rendues publiques. On fera des synthèses systématiquement. Il y aura des points d'étape réguliers. Mais par contre, on veut aussi protéger les citoyens et donc leur permettre de délibérer dans de bonnes conditions. Et pour ça, ça nous semble compliqué d'avoir des caméras au-dessus de leur tête. Donc du coup, il y aura aussi des moments qui seront fermés. Et on nous demande, bon, c'est une question encore provoque, on ne risque pas d'avoir le même fiasco que la Convention sur le climat si le président va à l'inverse de la position des citoyens? Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, ce que je réponds, c'est que j'entends la perception de votre auditeur. De par le monde, si vous voulez, moi j'ai des homologues. Il existe, ne serait-ce qu'en Europe, 24 comités économiques et sociaux, institutions similaires. Et chaque fois que je rencontre mes homologues, la question qu'ils me posent, c'est comment vous y prenez-vous pour associer les citoyens à vos travaux? Et ils me parlent tous de la Convention citoyenne climat. Donc j'entends à la fois les déceptions dont se fait l'écho votre auditeur, mais je voudrais qu'on mesure qu'à l'échelle internationale, ça a été vécu, perçu comme une innovation majeure. Alors moi, je ne reviens pas sur la Convention citoyenne climat. Je pense que c'était une innovation démocratique ambitieuse, imparfaite, inachevée. Ce qu'on essaie de faire au CESE avec le comité de gouvernance et avec Claire, c'est de garder le meilleur de la Convention citoyenne qui a ouvert une voie et d'essayer d'améliorer ce qui doit l'être. On a notamment évoqué au cours de notre échange la question des débouchés, la question de l'articulation avec l'exécutif et le Parlement. Voilà, on est dans une matière, j'allais dire, encore relativement nouvelle. Et le CESE, à travers la participation citoyenne, on est une institution apprenante et on progresse à chaque fois. Et on arrive à la fin de l'interview avec vous, Monsieur le Président, parce qu'on nous a dit que vous deviez partir à 45 pour notamment préparer l'arrivée de la Première ministre, etc. Si vous aviez un mot à dire à nos spectateurs sur cette caméra-là, sur la convention de vie ou carte blanche au président du CESE, à nos spectateurs, quelle serait-elle? Non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis convaincu de la volonté de nos concitoyens, plus que jamais, d'être acteurs des sujets qui les concernent.
Donc, notre ambition au CESE, à la place qui est la nôtre, c'est de multiplier les formats qui vont associer les citoyens aux travaux des organisations qui sont représentées au CESE. Mais je suis convaincu que la participation citoyenne, c'est une voie de modernisation et d'approfondissement de la démocratie. Mais encore faut-il que cette participation citoyenne, et c'était l'objet d'un certain nombre de questions d'auditeurs, encore faut-il que ce ne soit pas un gadget, un tour de passe-passe, une manœuvre dilatoire. Alors nous, ce qu'on essaie de faire au CESE, comme nous sommes une institution de la République, vous l'avez dit en présentant le CESE, nous nous attachons à arrimer cette participation citoyenne à la République. C'est un projet extraordinairement ambitieux, motivant et utile, parce que moi je considère que dans la période dans laquelle nous vivons, avec toutes les transitions auxquelles nous devons faire face, la première des batailles à mener, c'est la bataille démocratique, parce qu'il faut conduire ces transitions dans un cadre démocratique. Bah, merci Monsieur le Président Baudet d'avoir répondu à nos questions. Vous reviendrez nous voir Avec plaisir. cette notre session. Nous, on va Merci rester à vous. avec Claire qui va répondre à nos questions. Bah, si vous voulez, Claire, Tony, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être vous pouvez vous mettre Je là, bouge, si vous voulez, ok. ce sera plus simple. Et puis voilà, Tony va juste récupérer le micro du président. Et nous, on va continuer. Je ne sais pas sur quelle caméra on est. On est sur la caméra, on nous voit tous les deux, c'est parfait. Alors, Claire, vous êtes du coup à la tête du COGOV. Comment va se dérouler ce premier week-end? Est-ce que vous pouvez nous faire le programme? Alors oui, je peux vous faire le programme. Enfin, je peux vous le faire vraiment pour le coup. Donc les citoyennes, les citoyens, ils arrivent là tranquillement. Voilà, il y a quelques personnes qui sont déjà arrivées ce matin. Ils seront tous là en début d'après-midi. Ils vont d'abord avoir un moment d'échange entre eux, de brise-glace. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, découverte, qui sont-ils? Puis il y aura le moment d'ouverture officielle de la convention, avec une prise de parole de la Première ministre, avec un mot aussi du président du CESE, et puis moi aussi je dirais un mot aux citoyennes, aux citoyens en tant que présidente du comité de gouvernance. Et après ça, on va rentrer dans des modules. Donc là, les citoyens vont travailler en groupe, ils vont travailler sur 5 modules, puisqu'il y a le 6e module, c'est la photo, donc ça compte, mais voilà, 5 modules. Un premier module où ils vont échanger avec d'anciennes citoyennes, d'anciens citoyens ayant participé à des exercices de participation démocratique. Pas uniquement la convention. Pas uniquement climat. alors la convention climat, mais aussi on a fait un travail à la rentrée l'année dernière sur l'abstention des jeunes. Et on a associé 12 citoyennes et 12 citoyens à nos travaux. Et l'une d'entre elles sera là ce matin pour expliquer voilà, en quoi ça consiste. Un module sur les outils de communication. Voilà, le site internet, les relations presse. Un module sur le socle documentaire. Quel est le contenu de ce socle documentaire? Un module sur de rencontre avec les chercheurs, puisqu'il y a des chercheurs observateurs, des étudiants observateurs qui vont être là pendant les 9 week-ends aussi pour étudier l'objet, mais pour aussi étudier le sujet. Ça fait combien de modules quand je vous ai dit tout ça? Un module sur la découverte de la question. Donc, que dit la question? C'est vrai que la Et je question crois que est j'ai un tout dit. peu, je vais pas dire technique, mais fait un peu lourde, mais qui au final, la question, le fond est assez simple. Ouais. Est-ce qu'il faut faire avancer ou pas la loi Bah, en fait, non, la question, c'est pas ça. Moi, j'insiste un peu là-dessus parce que bien sûr, c'est ça, mais c'est pas seulement ça. Sinon, ce serait est-ce que le cadre légal d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté, etc. Si le fait qu'il n'y ait pas que légal soit pas mentionné dans la question, c'est pas anodin. Ça veut pas dire qu'on va pas travailler sur le cadre légal, enfin on va pas discuter du cadre légal. Ça veut dire qu'on va pas discuter seulement de ça. Enfin je dis je ferai discuter de rien du tout en ce qui me concerne, mais ils ne vont pas discuter seulement de ça. Et pardon, je finis sur mon week-end, je m'arrêtais là. Et donc demain, ils vont poursuivre ces modules. Puis demain, on aura une rencontre avec Alain Claes, qui est co-auteur de la dernière loi, puisque on a invité Jean Leonetti, mais il n'est pas disponible. Donc Alain Claes viendra nous présenter la dernière loi, comment elle a été élaborée. Ensuite, la présidente de l'Assemblée nationale viendra présenter les missions de l'Assemblée nationale et répondre aux questions des citoyens. Et puis l'après-midi, il y aura ce qu'on appelle un carrousel des institutions. Donc il y a 3 institutions un peu majeures là, dans ce débat. Ici pour la Convention, il y a le CESE. Donc il y aura un échange avec les membres du CESE, les travaux qui ont pu être produits au sein du CESE, un échange avec le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, et un échange avec le Comité consultatif national d'éthique, donc ça en groupe. Ensuite, ils vont débriefer en petits groupes, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, on se retrouve dimanche pour un temps de mise en commun de ce qui a pu être discuté en groupe. Et puis, pour ensuite une table ronde avec les acteurs internationaux
pour avoir une comparaison de ce qui se passe à l'international, avec ce qui se passe à l'international. On nous dit, est-ce que les discussions sont courtoises entre les citoyens ou ça se passe comme à l'Assemblée où tout le monde se gueule dessus? Et ben, l'enjeu, c'est que personne ne s'insulte, mais bon, on verra. Mais pour l'instant, c'est assez courtois puisqu'ils ne sont pas encore arrivés, donc il n'y a pas de problème. Et justement, le profil de ces 170, parce que Ils sont 173 même. voilà, dire, justement, c'était un peu flou parce que dans les médias, on lit 150, Ouais, c'est- moi, sur le site, on lit 150 ou 170. On m'a même dit qu'il y en avait même plus pour éviter, voilà. Donc concrètement, aujourd'hui, combien il y a de badges qui vont être distribués aux conventionnés? Alors en fait, j'explique pourquoi les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes à chaque fois. On s'est dit qu'il fallait qu'on finisse impérativement à 150 citoyens, parce que c'était un enjeu. 150, ça nous semble être nécessaire, un chiffre nécessaire pour que la délibération puisse bien fonctionner. Sauf que contrairement à la Convention climat, on a choisi de ne pas fonctionner par liste d'attente ou par tirage au sort actualisé en cas de départ d'un citoyen ou d'une citoyenne. Et donc pour éviter ça, pour que ceux qui terminent aient bien commencé, on a choisi d'avoir plus de citoyens au départ. Donc on avait un objectif de 170. On en a un petit peu plus, 173 pour être précise, et on se dit que si les 173 terminent, eh ben c'est super, mais si certains partent, on en aura au moins 150. Je vais faire une comparaison un peu, c'est un peu comme au Tour de France où il y a les équipes et au fur et à mesure des étapes, il y en a un peu moins. Et si l'équipe entière arrive au bout, c'est génial, mais des fois, il y en a qui s'arrêtent en chemin. Voilà. Alors moi j'espère qu'ils vont tous arriver au bout parce que ça veut dire qu'ils se sentiront bien ici et qu'ils seront contents et que tout se passe bien. Mais bon, on sait que voilà, on est dans une situation sanitaire qui est préoccupante, puis il y a des accidents de la vie qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Et puis certains qui viennent des Drômes. certains qui viennent de loin, c'est aussi un engagement qui est très important. Enfin, 9 week-ends, c'est énorme sur un temps aussi court. Donc on ne peut pas faire comme si les déperditions étaient impossibles. Et justement, sur les Drômes, comment ça s'est passé? Vous avez le nombre de représentants des Drômes Ouais, présents? on en a trois citoyens ultramarins, donc ça c'est chouette parce que c'était l'objectif qu'on s'était fixé au départ, qui viennent de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, et qui viennent vraiment de là-bas. Hein. C'est pas des résidents métropolitains qui issus des territoires ultramarins, c'est des résidents ultramarins qui viennent pour travailler sur le sujet avec nous. Et il y a des Français de l'étranger aussi ou vous n'êtes pas allé jusqu'à là? Non, il n'y a pas de Français de l'étranger. Il y a des étrangers, mais résidents. Ah, il y a des étrangers. Ouais, résidents sur le territoire français, mais il n'y a pas de Français de l'étranger. D'accord. Et justement, pourquoi, comment dire, le tirage au sort, justement, pourquoi avoir pris cette décision-là, justement, de faire un tirage au sort et pas de dire on va aller dans des associations pour aller un peu plus en profondeur, parce qu'on n'est pas allé trop loin sur cette question tout à l'heure. Pourquoi ne pas aller plus loin en prenant des représentants d'associations? C'est ça que je voulais dire. En plus. Parce qu'une convention citoyenne, pour le coup, ça implique d'avoir des citoyens lambda, enfin c'est pas très joli comme terme, mais des citoyens qui sont pas forcément des experts du sujet. C'est bien, en fait, l'enjeu, c'est bien de produire une contribution citoyenne autrement que par des sondages. Et donc, pour produire cette contribution citoyenne autrement que par des sondages, ça passe par du tirage au sort pour que les personnes qui seront présentes soient proches du sujet, mais de manière intime parce qu'ils l'ont vécu récemment, soit militants parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils le sont, soit soignants, soit rien de tout ça en fait. Peu importe. L'enjeu, c'est pas d'avoir des experts, c'est justement d'avoir des citoyennes, des citoyens qui viennent comme ils sont et qui viennent nous partager leurs doutes, leurs questions, leurs interrogations, délibérer et puis répondre à la fameuse question. Et justement, sur la sécurisation des conventionnés, c'est ça le terme, si j'ai bien compris. La sécurisation des conventionnés, comment ça se passe justement pour pas qu'ils reçoivent de pression ou de menaces? Alors, est-ce qu'il y a de Ouais. l'anonymisation? Oui, sur le site, vous aurez leur prénom, vous n'aurez jamais leur nom de famille. Donc, on ne donne pas leur nom de famille. D'ailleurs, il y a plein de badges qui circulent et maintenant, tout le monde a juste son prénom. Avec le premier lettre. Voilà, la première sauf lettre. le comité de gouvernance qui a la chance d'avoir son prénom et son nom de famille. Mais sinon, les autres, il n'y a qu'un prénom qui est affiché puis la première lettre du nom de famille. Donc voilà, on n'a pas à en savoir davantage. Celles et ceux qui ne veulent pas parler aux médias seront protégés. Il y aura des systèmes de badges pour qu'ils soient identifiés Comme on a pu le voir pendant les attentats, le procès des attentats du 13 novembre. comme on a pu le voir sans prendre un exemple. Oui. Enfin, comme on a pu le voir dans le cadre de la convention. Oui, mais dans le cadre de la convention climat, c'était ça aussi l'outil. Hein. Il y avait un badge et donc si le badge était apparent, il fallait pas venir discuter avec ces citoyens, ils ne le souhaitaient pas. Et puis ceux qui ont envie de parler avec la presse, les médias, on va les accompagner autant que possible. Avec Après, le média training. Oui, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est du média training, mais des conseils en tout cas qui seront donnés.
Puis l'enjeu, je crois que c'est d'être un peu le plus spontané possible aussi, hein, donc voilà. Dernier point, c'est un sujet qui est quand même pas facile. Je pense qu'il ne faut pas faire comme si ce n'était pas le cas. Enfin, quand on se plonge dedans, ça pose plein de choses, plein de questions, et ça peut renvoyer à une représentation de la mort, à des expériences passées. Enfin, c'est pas forcément simple. Et donc, du coup, il y a une cellule psychologique aussi qui est à disposition des citoyens pour les aider si jamais ils ont besoin de parler, de vider un peu leur sac parce qu'ils sentent trop de pression, parce que ça c'est trop difficile, parce que c'est pas facile. Et dans le processus, du coup, est-ce que vous allez recevoir des associations pour et contre qui viendront? Ah bah oui, après il y aura dans le cadre de la phase de délibération, il y aura du débat, et le débat il sera posé à partir de points de vue. Et moi vraiment j'insiste là-dessus, je le dis, je le redis, je le dis tout le temps, je le dirai jusqu'au bout. Notre rôle, c'est vraiment de s'assurer que tous les points de vue soient entendus. Je trouve que c'est important de le dire, et c'est là où ça diffère de la Convention climat ou d'autres conventions. La fin de vie, c'est pas binaire en fait, c'est pas ceux qui ont tort d'un côté, ceux qui ont raison de l'autre. Il ne s'agit pas de convaincre ceux qui... c'est pas comme convaincre les climato-sceptiques, vous voyez, c'est pas pareil. C'est juste des points de vue différents et plein de nuances en réalité. Et donc l'enjeu c'est que tous les points de vue soient entendus pour ne surtout pas alimenter une polarisation, des humiliations, pour ne surtout pas alimenter des frustrations. Et il y a un double enjeu. Pour moi, il y a un enjeu sur le sujet fin de vie, parce que c'est un sujet qui est sensible, et je pense que vraiment cliver encore plus la société, ce serait terrible. Mais il y a aussi un enjeu sur l'objet Convention citoyenne, et il faut que cet objet Convention citoyenne soit mieux connu par les Françaises, les Français, et soit vraiment perçu comme un outil démocratique formidable, parce que ça l'est en fait. Et donc c'est génial ce qu'on va vivre. Enfin, encore une fois, on va vivre pas, nous on va surtout observer, mais c'est génial ce qu'ils vont vivre pendant 3 mois et demi, c'est une chance incroyable. Et on nous demande, est-ce que vous connaissez déjà la position actuelle des citoyens ou une partie des citoyens présents sur la question de la fin de vie? Est-ce que vous leur avez posé la question en amont? Non, pas du tout. On n'a pas posé la question, donc on verra. C'était une autre question, c'était pas un des critères de sélection. C'est pas un des critères de sélection, et puis surtout, alors c'est pas un critère de sélection, je pense que ça n'avait pas trop d'intérêt que ça le soit, et puis surtout, c'est bien l'enjeu de la convention, c'est que les gens ils vont cheminer en fait, et donc on verra. Et potentiellement changer leur point de vue. Potentiellement changer leur point de vue. Et on nous demande, est-ce que toutes les CSP, donc les catégories socio-professionnelles, sont-elles représentées? Oui, toutes. Toutes? Ouais. Donc il y a de l'ouvrier, il y a du Tout le cadre. monde. Ouais. Est-ce qu'il y a des élus? Tiens, ça c'est une vraie question. Oui, il y a une maire d'un petit village ou d'une petite ville, je ne sais plus le nombre d'habitants, et qui est aussi attachée parlementaire par ailleurs. Vous savez de quel député? Non. Ah, surprise et mystère et boule de gomme. Je ne sais pas. Et je rappelle aux gens, hein, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Je vous rappelle que dans quelques minutes, on recevra Mathieu Sanchez, qui est un de vos collègues, qui est là. Qui est déjà... vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez dès maintenant. Vous pouvez, comme ça, on va en profiter, on en profite. Oui, puis comme ça après c'est pour ça le truc. On va vous installer le micro. Merci en tout cas de répondre à nos questions.